Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Suivons ce développement de Dr. Franklin Nyamsi sur un sujet très important, très sensible. On est ensemble. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Que dit Ousmane Sonko là? Je répète les propos d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ousmane Sonko acte le fait que la France n'est pas une puissance militaire capable de contraindre les Africains aujourd'hui. Il dit elle n'a ni la capacité de sécuriser l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains savent très bien que l'armée française ne peut plus les soumettre militairement. Il y a peut-être des gens à Paris qui continuent à penser que ils ont la possibilité de vaincre militairement les Africains. Mais les Africains savent que l'armée française ne peut plus les battre militairement. Elle ne peut pas recoloniser militairement l'Afrique. Ce n'est pas possible. Même le prétendu modéré du Sénégal, que j'ai appelé pour le critiquer, l'aventurier ambigu Ousmane Sonko le sait. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Voilà. La capacité, n'a pas la capacité. Et moi, quand j'ai vu à Niamey, en visitant Niamey la première fois, en 2023, j'ai été sur la base 101, où étaient stationnées les troupes françaises. Et j'ai vu le dispositif qu'il y avait autour de ces troupes. Mais j'ai compris pourquoi ils sont partis. Ils ne pouvaient pas vaincre militairement l'armée nigérienne. Vu la manière dont ils étaient encerclés par l'armée nigérienne et par le peuple nigérien, ils avaient tout à fait intérêt à partir pacifiquement. C'était un rapport de force militaire à Niamey qui a déclenché le départ de l'armée française. Ce n'est pas un rapport de force imaginaire. Ils ne pouvaient pas engager une action militaire contre l'armée nigérienne. C'était trop risqué pour les troupes françaises. C'est un fait. Les historiens militaires qui peuvent aller visiter le Niger et revoir les événements de cette période-là pourront attester de ce que je vous dis. C'est un rapport de force militaire défavorable à l'armée française qui explique qu'elle n'ait pas attaqué le Niger à partir de la Côte d'Ivoire. Qui explique qu'elle se soit retirée, en fait, du Mali, retirée du Burkina, retirée du Niger. Même du Tchad. C'est parce que l'armée française a évalué sa capacité à attaquer militairement ces régimes. Et elle s'est rendue compte qu'il pourrait y avoir un effet domino désastreux pour tout son dispositif, si elle se permet une attaque frontale contre un pays africain. Bref, en fait, en 2025, nous ne sommes plus à l'époque de 2011, où Sarkozy, Obama, Kadhafi se levaient et se mettaient à bombarder un pays comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et l'armée française a pris acte, et les dirigeants français ont tout à fait pris acte que le rapport de force militaire, même sur le terrain, a changé. Écoutez, au Sénégal, il y a 300 militaires français à tout prendre. Vous pensez que 300 militaires français peuvent soumettre le Sénégal? Il y a des milliers de militaires français au Tchad, mais il y en a infiniment plus de Tchadiens. Et les militaires français qui sont au Tchad, il y a longtemps qu'ils n'ont plus combattu vraiment en situation réelle. L'armée tchadienne est sur le terrain, elle est plus aguerrie en Afrique que l'armée française. Parce qu'en fait, l'armée française est toujours restée en deuxième plan par rapport à toutes les opérations qu'elle a menées. Les Africains devant, elle derrière. Vous ne voyez pas l'armée française aujourd'hui prendre le risque de se mettre nez à nez avec 3-4 armées africaines. Mais ça va être la Bérésina, ça va être pire que la défaite de Napoléon aux portes de la Russie. Ça va être pire que Bien Dien Phu. Donc, je voudrais que Louvialet et tous les spécialistes parisiens des affaires africaines prennent acte du changement du rapport de force militaire. Bien sûr, il y a un argument qu'on peut toujours dire. Ah, la France dispose de l'arme atomique. Mais les alliés de l'Afrique en disposent aussi. Oui! Parce que le dernier argument, l'argument suprême pour menacer les Africains, c'est nous avons des bombes atomiques, on va vous en jeter. Mais nos alliés en ont aussi. Nos alliés en ont aussi. Ça ne sert à rien de nous menacer d'agression atomique. Les alliés de l'Afrique en ont aussi. Donc, dans ces conditions, la question militaire a été évacuée par le rapport de force. Et Louvialet, dans son article, part du principe que l'armée française aurait toujours une supériorité militaire qu'elle n'a pas utilisée. Elle ne l'a plus. La France n'a plus les moyens d'assurer la domination, la suprématie militaire sur l'Afrique. Voilà d'ailleurs pourquoi le dispositif militaire français est en train de s'encastrer dans le dispositif militaire de l'OTAN. Voilà pourquoi sont les États-Unis qui mènent la barque de l'Occident maintenant en Afrique, parce que c'est la seule puissance qui en a encore les moyens en Occident, les Américains. Tous les autres
s'accroche derrière l'OTAN, s'accroche derrière l'Africom, le commandement américain créé pour l'Afrique, et marche dans son sillage. Voilà la vérité. Deuxième paragraphe. Depuis la fin de l'opération Barkhane, près de 200 civils ont été auditionnés. Mais ils ont été auditionnés où? Ces civils-là, en quoi sont-ils représentatifs du peuple malien? Ils ont été auditionnés par qui? Quelles sont les garanties que ces civils ne sont pas des personnages imaginaires? Qui les a auditionnés? Monsieur ne nous dit pas. Tous ont vécu l'arrivée de Wagner au Mali comme un basculement dans l'horreur et regrettent le départ du protecteur français. Mais monsieur Louvialet, il faudrait étudier l'histoire des crimes de guerre de l'armée française au Mali. Depuis, prenons simplement le XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours. Et il n'y a aucune comparaison possible entre les crimes de guerre de l'armée française au Mali et tout ce qu'on pouvait inventer sur les alliés russes de l'armée malienne. Il n'y a aucune comparaison possible. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française au Mali l'emportent de loin. Et il faut se moquer de la mémoire malienne et de la mémoire africaine pour prétendre que les soldats français représentent essentiellement des souvenirs positifs et heureux pour les Africains. Un Africain qui connaît l'histoire de son pays ne peut pas avoir la perception que vous prêtez à vos 200 interrogés. Vous avez interrogé qui? Vous prétendez des chômeurs, des étudiants, des bergers, des comptables, des gardiens, des pompistes, des infirmiers ou des mères au foyer, qui vivaient dans les communes sécurisées par Barkhane au centre et au nord du pays. Mais Barkhane a sécurisé quelle commune? Tout le temps que Barkhane a été là, le terrorisme s'est métastasé du nord du Mali vers toutes les autres régions. En 2013, le terrorisme était localisé, géolocalisé dans la partie extrême nord du Mali. Après l'arrivée de Barkhane, le terrorisme est descendu jusqu'aux frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout le territoire malien a été métastasé par le terrorisme. Donc la présence de Barkhane a été sanctionnée par une amplification du phénomène terroriste. Et depuis que Barkhane est parti, l'État malien est redevenu la principale puissance du territoire malien, reconquérant une base, une ville que l'armée française avait précisément empêché l'armée malienne de conquérir en 2013-2014, Kidal. Nulle part dans son article, ce plumitif ne parle de Kidal. Il ne parle de la reconquête du territoire malien par les forces armées maliennes. Il ne parle de la reconquête de zones que jamais Barkhane n'a aidé l'armée malienne à reconquérir. Nulle part il ne parle des victoires et des grandes batailles des Fama. Parce qu'il a besoin de justifier, de légitimer le projet de colonisation et de recolonisation ad vitam aeternam de l'Afrique. Continuez, mes chers amis, à mettre des emojis, continuez à partager, continuez à marquer good life. Camarades peuple d'Afrique, cette histoire d'Ukraine là, je sais que coup de poing va sortir dedans, coup de tête va sortir dedans. Ceux-là, ils vont se niaga. Frère, Trump, il dit que Zelensky était dictateur. Ben, il dit, les Européens disent, wow, ah, on les a pas associés à la négociation. Tout ça. Il dit, ben, vous avez eu 3 ans ici. Pourquoi pendant les 3 ans de guerre là, vous n'avez pas pu organiser vos négociations? Et puis c'est lui, c'est la négociation qu'il a entamée là, vous voulez place quoi? Ah, j'ai camarade d'Afrique. On va écouter, j'ai concocté une bonne vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et il y a de quoi tiquer, on est parti. Zelensky comme jamais et que dis-je même, c'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Écoutez bien. Je suis très déçu, j'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump en rajoute mercredi. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays, écrit le président américain. Le chef de la Maison-Blanche a remis en question mardi la légitimité du président ukrainien et critiqué l'absence d'élections depuis le début de la guerre contre la Russie.
Surtout, il a accusé l'Ukraine d'en être à l'origine. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started. La réplique n'aura pas tardé. Le président Trump, pour qui nous avons un grand respect, dit Volodymyr Zelensky, vit malheureusement dans un espace de désinformation. Le Kremlin, lui, félicite Donald Trump pour avoir été le premier dirigeant occidental à affirmer que la volonté du gouvernement ukrainien d'intégrer l'OTAN était une des causes profondes de l'invasion. La présence de l'organisation fait d'ailleurs partie des questions soulevées lors des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, qui viennent de se terminer en Arabie Saoudite. Discussions desquelles l'Ukraine a été tenue à l'écart. Un envoyé spécial américain est arrivé à Kiev mercredi. Sa mission, entendre les préoccupations de l'Ukraine et les rapporter au gouvernement américain. Le président Trump fait des déclarations au fil des jours, toutes extrêmement volontaristes, sans évidemment consulter les pays européens, pas plus la France que les autres pays européens. De leur côté, Trump. C'est vrai que le gars là, c'est vrai que souvent, il déconne, hein. Souvent il a des comportements un peu bizarres. Mais quand il touche à l'Afrique, frère, quand il touche à l'Afrique, nous on sort sur lui. Ça c'est clair. Voilà, sinon le gars là, il n'est pas mal quand même. Hein. Dictateur sans élection depuis 4 ans, il ferait mieux de faire vite, sinon il n'aura plus de pays. Eh Dieu, non. Non, Dieu, non, il y aura magnifique comme rappel d'Afrique. Hein? C'est Trump qui dit ça aujourd'hui. Il dit le Macron là, parce que quoi? Lui n'a pas le temps, hein? Hein? Lui n'a pas le temps. Depuis que vous êtes là, ça fait 4 ans. Même, il dit même un débutant, un négociateur débutant pourrait mettre fin à cette guerre. Mais eux n'ont pas commencé la négociation, hein? Ils ont eu 3 ans. Et puis lui, sa négociation a commencé là, et il vient l'emmerder. Pourquoi? Ils n'ont qu'à le laisser en paix. Lui, sa négociation. Il y a eu un sommet aujourd'hui encore, en France, ici, de l'Union Européenne encore, convoqué toujours par le même Macron. Pourquoi faire? Pour essayer d'avoir une place à la table de négociation. Zelensky, quant à lui, veut que tout le monde soit là. Il veut que l'Ukraine soit là, il veut que l'Union Européenne soit là, il veut que la Turquie soit là, il veut que tout le monde soit là. Mais Trump n'est pas dans ça. Parce que quand il y a trop de personnes autour de la table de négociation, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous en sortez pas. Hein? Une table de négociation avec plusieurs personnes, vous ne vous en sortez pas. Trump, lui, frère, il allait voir Poutine. Puis ils ont discuté. Puis il a vu que, frère, ce que Poutine dit là, le point de vue de Poutine, c'est la vérité. Pour Zelensky, là, c'est plaisanterie. Et il dit que Zelensky, il n'y a que 4% des Ukrainiens qui soutiennent Zelensky aujourd'hui. Il n'y a que 4% des Ukrainiens qui... Ah, c'est Trump qui a dit, hein. C'est pas moi qui a dit, c'est Trump qui a dit, hein. Ah. Il dit qu'il n'y a que 4% des Ukrainiens qui soutiennent Zelensky aujourd'hui. Tout le reste, là, ils sont contre Zelensky. Donc Zelensky est là en tant que dictateur. Donc lui, cause pas. Mais, vous savez qu'il a envoyé un envoyé spécial à Kiev. Vous avez vu le gars, il parlait vers la fin là, il était arrêté à côté d'un train là. En fait, lui, pour aller en Ukraine, il faut voyager en train. Si tu prends un avion, les Russes vont t'envoyer un missile solaire. Il va te frapper là-bas. Donc, très rapidement, lui, il est arrivé là-bas. Donc, c'est lui qui va les rendre compte à Trump. Trump lui-même ne cause pas Zelensky directement. Donc, cela revient à dire que Trump est en train de réjouir la position de Poutine, qui est que Zelensky n'a pas de légitimité, donc il ne cause pas à lui. Donc, ça devient complexe, hein. Ça devient difficile, hein, cette affaire-là. Ça devient difficile. Et donc, les Européens, eux, ils reconnaissent la légitimité de Zelensky et causent avec lui. C'est compliqué, hein, j'ai qu'à d'Afrique.
Mais en tout cas, on tend vers une issue favorable. Ça, c'est clair, je sens ça. Je sens que l'issue n'est plus loin. Oui, ça c'est une réalité. Mais pendant ce temps, la guerre se poursuit. Hein. Poutine est en train de frapper, il progresse. C'est pourquoi il a dit, Zelensky doit faire attention, sinon il n'y aura plus de guerre. Pas lui, il est en train de discuter ses positions. Toi, tu dis non, tu veux que Poutine fasse des concessions, tu veux discuter directement avec Poutine pour que, ouais, même si tu dois laisser une partie de tes terres, Poutine aussi doit laisser une partie parce que tu as 500 km² à Kursk. On dirait ça. C'est quoi ça? Même pas 1000 km². Donc, Poutine, c'est rapide, ça. Poutine va prendre ça rapidement, en 2 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu décortiquer en bref cette vidéo. Donc, je vous demande de la partager au maximum pour que tout le monde soit au même diapason d'informations afin que nous n'en ignorions. C'est ça qui est la vérité. Il faut que l'Afrique soit informée. Il faut que nous soyons informés par nous-mêmes. Voilà. Il ne faudrait pas on aille s'abreuver d'informations des autres. Les gens, quand ils donnent les informations, ils ont tendance à sortir les choses de leur contexte et puis essayer de tirer les draps de leur côté. Mais ici, on donne l'information vraie pour que les Africains puissent faire leur opinion propre. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.